la curiosité de venir au Centre culturel Condorcet, de regarder la belle édition reliée de ces pages, vous apercevrez qu'elles sont le miroir de ce qu'a été l'histoire de notre académie, qu'elles sont le miroir de tous les travaux qui ont été accomplis par des morvandiaux amoureux de leur terre, soucieux de leur histoire et attachés à leur culture. Elle nous offre, me semble-t-il, la première justification de cette rétrospective. Mais ce que je dis de la page Morvandel, qui est mensuelle, ou bimensuelle selon les époques, peut se dire a fortiori de la collection des bulletins de l'Académie du Morvan, et je vais y revenir. L'Académie du Morvan n'est pas une société savante ordinaire. Certes, son objectif est la recherche et l'accumulation des connaissances sur le Morvan, d'autrefois, d'aujourd'hui, mais depuis ses origines, elle s'est imposée deux autres missions qui élargissent et dynamisent les perspectives d'une société savante classique. Et je citerai à cet égard trois hommes. Celui qui a été l'âme de sa création, Joseph Pasquet, celui qui en a été le premier président, Henri Desbruyères, et celui qui a prononcé l'allocution inaugurale de l'Assemblée constituante de 1967 et qui n'a jamais cessé, jusqu'à la fin de sa vie, d'être en quelque sorte le protecteur de l'Académie, François Mitterrand. Pour Henri Desbruyères, dans le premier numéro de la page du Morvan, publié en 1969, l'Académie devait se donner pour but, je cite, de faire connaître les beautés du Morvan, ses monts, ses lacs, ses ruisseaux aux eaux claires, ses forêts, ses monuments, ses richesses naturelles, ses ressources économiques, mais aussi ses valeurs spirituelles, son archéologie, son histoire, sa littérature, ses traditions. Tout était dit. Donc à la mission scientifique de l'Académie s'ajoutait ainsi une mission, si j'ose dire, promotionnelle. Il revenait à François Mitterrand et à Joseph Pasquet de définir une troisième mission fondamentale, peut-être plus morale et affective que scientifique, la mission de sauvegarde. Sauver et exalter une conscience morvandelle, un sentiment d'appartenance. Il nous faudra faire admettre, écrivait Joseph Pasquet, que nous avons des traditions, un folklore, une langue, que nous sommes un peuple par notre ethnie, et même que de l'avis du professeur Régnier, nous avons eu, par suite de notre insularité, une civilisation hindoue, agricole, pastorale et forestière. Ainsi se mêlait dans l'esprit des fondateurs l'image géographique, l'image spirituelle et aussi l'image politique présente dans ces propos de François Mitterrand, le même jour. En dépit des divisions administratives, le Morvan a gardé son unité. C'est à vous qu'il appartiendra de sauvegarder cette unité. Le porteur de l'idée initiale est Joseph Pasquet. Il connaissait le Morvan mieux que personne, pour l'avoir parcouru en tous sens lorsqu'il dirigeait à Château-Chinon une maison de commerce en gros. Il avait fondé le premier musée de la ville, ainsi que le syndicat d'initiative. De ses parcours et de l'érudition qu'il avait acquise sur notre histoire et notre géographie, ainsi que des articles qu'il publiait dans le journal du Centre sous le pseudonyme d'Argolet, il avait tiré deux livres de souvenirs et d'évocations paysagères et humanistes. Le Haut-Morvan, en 1954, et En Morvan, en 1967. Le projet d'Académie du Morvan germa de son œuvre même et de ses rencontres avec l'écrivain Henri Perruchot qui formait le même vœu. Il restait à réunir un premier noyau de personnalités disposées à tenter l'aventure et à compter les 60 premiers membres titulaires, selon le chiffre fixé par Joseph Pasquet, qui rappelait tout à l'heure notre président. Henri Perruchot, hélas, venait de mourir. Autour de Joseph Pasquet et de François Mitterrand se sont alors réunis Albert Jaillet, fondateur des Galvachers du Morvan, l'amiral de Bourgoin, enfant de Blin et marin de toutes les mers du globe, Claude Régnier, professeur à la Sorbonne et spécialiste des parlers du Morvan, l'ethnologue Jean Drouillet, président de la Commission nationale du folklore, président de Nivernais-Morvan, l'Autunois Jean Menant, bâtonnier de l'Ordre des avocats,
Marcel Vigreux, professeur à l'université de Dijon, et spécialiste de l'histoire sociale du Morvan au XIXe siècle. Tous avaient souscrit au vœu de Joseph Pasquet, placer l'Académie sous le double patronage du maréchal de Vauban, dont nous célébrons cette année le tricentenaire de la mort, et de l'écrivain Henri Perruchot. En raison de sa situation centrale, et aussi du rôle joué par le château chinonnais Joseph Pasquet, et par le maire de la ville, Château-Chinon, devait tout naturellement être le siège de l'Académie. Mais Joseph Pasquet fut peut-être surpris lui-même de constater l'intérêt soulevé par son initiative dans les 4 départements liés au Morvan, et bien sûr aussi à Paris, où résidaient et travaillaient beaucoup d'entre nous. Je ne citerai pas les noms de tous les premiers académiciens, vous les trouverez sur la page qui vient d'être distribuée. Voilà, va vous distribuer cette page du journal du Centre où a figuré le compte-rendu de la toute première réunion fondatrice de l'Académie avec le nom et le curriculum résumé des personnalités qui se trouvent là. Signe de ces temps déjà anciens, alors je reviens à ce que disait tout à l'heure Madame la Tournerie, je suis peut-être un petit peu trop sévère pour une éventuelle et contestée misogynie de l'Académie, mais enfin, la première composition de l'Académie était presque entièrement masculine, et on ne comptait que 4 femmes sur 60 membres. Je commence donc par elle, Madame Romain Roland, veuve de l'auteur de Collaboration, l'historienne Régine Pernoud, la géographe Jacqueline Bonamour, qui avait fait une grande thèse sur la géographie du Morvan, et Madame Schneider, présidente d'honneur de la Société Schneider. Ajoutons tout de même aux noms déjà cités quelques noms qui vont parler sans doute à votre mémoire. Jules Vadevant, professeur de droit international et qui fut le maître de François Mitterrand, ancien président de la Cour internationale de la Haye. Jean Châtelain, directeur des musées de France. L'orfèvre Jean Després. Alexandre Dumaine, le grand chef de cuisine de Saulieu. Le chanoine Ribaud, historien et poète de la cathédrale d'Autun. Le cancérologue Georges Maté. Le docteur et archéologue Lucien Olivier. René Protet, directeur du courrier de la Saône-et-Loire et rédacteur en chef du bien public. Claude de Rinquezen. Le peintre Jacques Thévenet. Le comte de Vaugué, le docteur Joseph Petit, l'ingénieur Jean Bertin, le doyen Jean Richard et d'autres encore. Telle était la première cohorte, fils et filles de paysans ou d'industriels, d'ouvriers ou d'aristocrates, de fonctionnaires, de médecins ou d'avocats, mais tous représentatifs des services éminents que le Morvan rendait à la France. Des notables, certes, pour beaucoup, mais pas pour autant fiers pour un sou, comme on disait, et tous désireux de se faire ensemble les animateurs de la recherche sur le Morvan et les promoteurs de sa défense et illustration. Une association de cette sorte ne vit pas sans statut. C'est encore Joseph Pasquet qui avait établi les principes initiaux d'organisation. Il prévoyait un chancelier perpétuel, un président, un secrétaire, je parle au masculin, évidemment, c'était probablement un masculin qui vaut, comme souvent en français, pour les deux genres, les deux sexes. Donc, un secrétaire, un trésorier et 2 commissions d'administration de 3 membres, l'une à Paris avec Henri Desbruyères, Claude Régnier et Jacques Thévenet, l'autre à Château-Chinon avec Joseph Pasquet, l'amiral de Bourgoin et Maître Menant. À quoi s'ajoutait une répartition des académiciens en 14, puis 7 commissions d'études sur l'économie, les forêts, l'archéologie, l'histoire naturelle, la langue et la littérature. Grand enthousiasme, grandes ambitions, une analyse plus approfondie des réalisations de l'Académie dirait dans quelle mesure elles se sont conformées à ces ambitions. En tout cas, le capital de savoir et d'initiative constitué au cours des 40 dernières années est considérable et nous pouvons en être fiers. Par la force des choses, ce capital, la constitution de ce capital a accompagné une transformation progressive de la composition de l'Académie
et des modalités de son activité. On voit bien qu'à l'origine, l'Académie comptait une forte proportion de personnalités ayant derrière, devant elles, une carrière nationale, des œuvres, de hautes fonctions d'autorité. D'où le risque d'un certain élitisme, non incompatible certes avec la notion d'académie, mais peu propre à un rôle de promotion active de l'image du Morvan. Joseph Pascal avait voulu ainsi, et ses successeurs respectèrent autant que faire se peut cette volonté. Mais ils œuvrèrent aussi pour insérer davantage l'Académie dans le tissu du vécu morvandien. Et il y aurait lieu, à cet égard, d'étudier dans les archives de l'Académie l'évolution depuis 1967 de nos listes et de nos annuaires du point de vue démographique, sociologique et géographique. Joseph Pasquet mourut en octobre 1972. Il avait été frappé d'un malaise pendant le déjeuner qui suivit l'Assemblée générale de l'Académie. Le docteur Lucien Olivier lui succéda au poste de chancelier perpétuel et l'amiral de Bourgoin succéda pour la présidence à Henri Desbruères en 1973. Deux personnalités d'exception. L'amiral de Bourgoin, ancien combattant des deux guerres, ancien élève de l'école navale, attaché naval à Rome puis à Washington, commandant du croiseur suprême dans les forces alliées entre 1943 et 1945, directeur des études à l'école navale, commandant de la marine française en Indochine en 1951 et 1952, un des grands chefs de ce qu'on appelait encore à l'époque la Royale. Et pourtant, terrien, enraciné dans son pays natal de Blim. Le docteur Olivier, chirurgien, otorhinolaryngologiste et archéologue, passionné d'archéologie morvandaine, inventeur, comme on dit dans le métier des archéologues, du théâtre gallo-romain des Bardiaux en 1971, auteur d'une thèse fondamentale sur les voies et les sites du Haut-Morvan gallo-romain. Au bout de quelques années, toutefois, il fallait modifier et rendre plus efficaces les règles d'organisation de l'Académie. Les commissions d'études ne vivaient guère, mis à part la commission d'archéologie. La dualité des commissions d'administration, par définition, compromettait l'indispensable unité de direction. Le chancelier et le président proposèrent en 1973 une révision des statuts. Une équipe de direction se réunirait désormais une fois par mois à Château-Chinon. Quant aux objectifs, ils se précisaient. L'Académie se donnait pour mission spécifique la constitution d'un fonds de documentation morvandio. Il est consultable aujourd'hui au Centre culturel Condorcet et il est continuellement enrichi par les apports individuels. La publication, en plus de la page mensuelle, d'un bulletin périodique consacré aux recherches sur l'histoire, la géographie ou l'ethnologie du Morvan, et enfin le soutien intellectuel et éventuellement matériel aux grands travaux fondamentaux tels que les thèses de doctorat, avec des illustres exemples que vous connaissez, la thèse de Claude Régnier, vice-président de l'Académie de 1967 à 2001, sur les parlers du Morvan, publié en 1979, le grand classique de linguistique sur les parlers morvandiaux. La thèse de Jacques Cano sur les maquis du Morvan, 1981. Celle du docteur Olivier sur le Haut-Morvan romain, je viens d'en parler, publiée en 1983. Celle de Marcel Vigreux sur Paysans et notables du Morvan au XIXe siècle, 1987. Celle de Liliane Pinard sur les mentalités religieuses du Morvan au XIXe siècle, en 1997. Et enfin celle d'Anne-Marie Lafay sur Autun à la fin du XIXe siècle, en 2000. Au fil des années, par le jeu impitoyable de la nature, des académiciens disparurent. D'autres leur succédèrent, parmi lesquels Roger Millot, André Badevon-Merdano, Marcel Barbotte, qui a dirigé la page du Morvan, Jean Longhi, qui est l'ancien chef des maquis de Lanière, le doyen Surato, tous les deux animateurs avec Marcel Vigreux, de l'Association pour la recherche sur l'occupation et la résistance dans le Morvan, Suzanne Bastide, Jean-Marie de Bourgoin, Joseph Roglin, qui devint secrétaire en 1976, et avec eux des dizaines de nouveaux confrères et consoeurs. Au trésorier Louis Gallois succéda le docteur Joseph Petit, grande figure intellectuelle et morale de Saulieu, suivi plus tard par Jacques Bourg. À l'achèvement du mandat présidentiel de l'amiral de Bourgoin,
le poste échut à l'écrivain Jean Séverin, qui a chanté mieux que personne les beautés du Morvan, jusqu'à son dernier livre, Morvan du cœur et de la mémoire, et dont la chronique de l'actualité morvandelle, tenue dans la page du Morvan pendant de nombreuses années, est encore aujourd'hui un régal de lecture. Autre signe de l'assurance grandissante de notre compagnie, après avoir occupé successivement le bureau de Joseph Pasquet, une salle d'archéologie du musée, la grande salle de l'hôtel de ville, et même par grand froid le vieux Morvan, elle s'est installée pour longtemps sans doute au premier étage du centre culturel Condorcet. Dans le même temps, le nombre des membres correspondants ne cessait de s'étendre, passant de 77 en 1972 à près de 200 de nos jours. Alors peut-être ces chiffres étaient surévalués. Je l'ai trouvé dans une des pages du Morvan datant de 1995 ou 96. Alors peut-être le nombre a-t-il diminué. En tout cas, moi je disais 260 académiciens. Madame la Présidente corrige et nous dit 210. C'est tout de même un chiffre tout à fait significatif de l'activité intellectuelle des Morvandiaux sur leur propre pays. Et sur ces 210 académiciens, une cinquantaine de femmes, progrès sensible auquel il faut ajouter ce que nous indiquait tout à l'heure Mme Latournerie, 3 présidents. Est-il utile de préciser que le nombre des membres correspondants, que bon nombre des membres correspondants sont devenus, au cours des années, membres titulaires. Le docteur Olivier devait rester à son poste jusqu'en 1992. 20 années au cours desquelles l'Académie n'a cessé d'accroître son rayonnement, non seulement par ses publications et par les travaux de ses membres, mais aussi par le succès et la publication des conférences qui suivaient désormais les réunions de ses assemblées générales. Du même coup, si elle renforçait son image de société savante, et je crois que c'est la seule qui œuvre sur tout le Morvan, qui couvre tout le Morvan, et rien que le Morvan, elle renforçait aussi son contact avec l'ensemble de la population morvandaise. Dès 1981, elle a participé à part entière au congrès de l'association bourguignonne des sociétés savantes. Elle a noué des liens de partenariat avec le comité des travaux historiques et scientifiques, avec le parc du Morvan, avec le GLACEM, groupement de liaison des associations culturelles et économiques du Morvan, avec Radio Morvan, avec le site national du Beuvray, avec le jury, bien sûr, du prix littéraire et scientifique du Morvan. Le directeur de l'art vivant du Morvan, dont il était question tout à l'heure, ancien président de l'Époélé, Pierre Léger, est devenu rapidement un de nos confrères. Aux côtés du docteur Olivier se tenait le conseil d'administration, mais de manière plus proche, le président, le vice-président, le responsable du bulletin et le trésorier. Après l'amiral de Bourgoin et Jean Séverin, l'Académie avait porté à sa présidence Mme Suzanne Bastide. Elle était la fille du grand juriste consulte Jules Badevant, que j'ai cité il y a un instant, un de nos tout premiers membres, et dont la lettre de remontrance au maréchal Pétain sur ses compromissions avec l'Allemagne avait scellé le 29 mai 1941 l'entrée en résistance de sa famille. Madame Bastide, dont tous ceux qui l'ont écoutée ont en mémoire la magnifique éloquence, était une des juristes françaises les plus illustres. Professeure à la faculté de droit de Paris, vice-présidente de l'Institut de droit international, présidente du tribunal administratif des Nations Unies, présidente de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur d'innombrables publications dans le domaine du droit international, elle allait mettre son talent, son savoir et son autorité au service de l'Académie, et ce ne fut pas une des moindres raisons de notre audience. Lorsque le docteur Olivier quitta ses fonctions en 1992, la structure de l'Académie changea encore une fois, au moins sur le plan nominal, car sur le fond, objectif, réalisation et modalités de fonctionnement, rien n'était bousculé. Son successeur, Marcel Vigreux, à la fois par excès de modestie et peut-être aussi parce que le titre de chancelier perpétuel lui paraissait un peu trop académique, fit substituer à ce titre le titre de secrétaire général. Simultanément, Claude Rollet accédait à la présidence. Le nouveau tandem n'avait rien à envier au précédent, ni par les titres, ni par l'ancrage morvandiaux, ni par l'attachement au pays. Marcel Vigreux, à la fois universitaire,
maître incontesté pour l'histoire du Morvan au XIXe et au XXe siècle, mais aussi figure régionale de tout premier plan. Historien de l'occupation et de la résistance dans le Morvan, cofondateur du musée de la résistance de Saint-Brisson, maire de Ménecer depuis plusieurs décennies, vice-président du parc naturel du Morvan, Marcel Vigreux se refusait à séparer sa passion pour l'histoire et son inlassable dévouement à l'âme morvandaise. Claude Rollet, avalonnais de souche, homme d'une des portes du Morvan dont il a brillamment étudié les vestiges antiques, directeur de la circonscription archéologique de Bourgogne, était de plus et surtout un archéologue du monde grec internationalement admiré, directeur des fouilles de Thasos en Grande-Grèce, professeur d'archéologie à l'université de Dijon et auteur d'une somme sur la sculpture grecque en 2 volumes publiés aux éditions Picard, qui sont aussi 2 magnifiques ouvrages d'art, et dont le second, pour notre tristesse, est posthume. Il vient de paraître il y a quelques mois après le décès de Claude Rollet. À Marcel Vigreux et à Claude Rollet revint alors la tâche de porter l'Académie des dernières années du XXe siècle jusqu'aux premières du XXe. Ils restèrent fidèles aux orientations définies et mises en œuvre par leurs prédécesseurs. J'ai indiqué au passage le souci qu'avaient eu nos chanceliers et présidents successifs de ne pas séparer le travail de recherche et de documentation et la valorisation publique de notre collectivité et de ses publications, de ses colloques et de ses conférences. Insistons juste un instant là-dessus. L'Académie est désormais représentée dans les fêtes traditionnelles du Morvan et dans les salons du livre, régionaux. Depuis plusieurs années, elle a ajouté à ses assemblées générales annuelles, tantôt, comme je l'ai dit, une conférence, tantôt un colloque, Madame Latournerie en a parlé, permettant un échange de vues sur les transformations du Morvan, comme ces colloques qui ont lieu sur les résidences secondaires et sur le tourisme. Tantôt une rencontre thématique, dite table ronde, ouverte au public, par-delà les seuls membres de l'Académie, et également sur un sujet d'intérêt général. Les 2 dernières en date, organisées par Jean-Marie Bourgoin, ont pris pour objet d'une part la présence hollandaise dans le Morvan et d'autre part le thème entreprendre en Morvan. Chacune de ces rencontres a donné lieu à la publication d'un fascicule des actes de l'Académie. Mais il est né une autre forme de présence active au cœur du Morvan et plus largement au cœur de la Bourgogne. Je veux parler des sorties annuelles qui ont conduit les participants en tous les hauts lieux du Morvan et de ses entours, chaque fois avec la collaboration des conservateurs, des guides et des édiles et érudits locaux. Autun, Avallon, Semur, Époix, Sarcy-sur-Cure, Chablis, La Charité, Pontigny, Dijon, Alésia, Bazoches, j'en passe. Chacune de ces sorties, depuis une quinzaine d'années, a fait l'objet, dans la page du Morvan, d'un compte-rendu détaillé, écrit le plus souvent par Claude Péquineau et parfois par Jean-François Baker. Ce sont des reportages qui offrent au lecteur non seulement un écho vivant de la journée, mais aussi une étude parfaitement documentée sur les monuments visités, leurs auteurs, leurs possesseurs, leur environnement paysager et urbain. En reflétant ces textes, je me disais que leur réunion formerait un précieux volume d'informations sur le passé du Morvan et même de la Bourgogne, et sur les merveilles qui en restent, merveilles de la nature et merveilles du talent humain inséparables. Avançons maintenant vers la fin de ce parcours sommaire en évoquant notre trésor le plus visible et le plus durable, la collection des bulletins de l'Académie, longtemps dirigée par Marcel Vigreux et dirigée actuellement par Claude Péquineau. En tout, 64 numéros, 64 petits ouvrages ont paru depuis la fondation de la collection. Voilà, 33 ans. Ils associent toutes les époques de notre histoire et tous les aspects de notre ethnographie et de nos richesses naturelles. Je ne donne qu'un exemple, je ne peux donner qu'un exemple de chaque section pour ne pas lasser l'auditoire, mais tout en laissant apparaître l'étendue de nos curiosités. Géologie, avec par exemple le numéro 16 sur la géologie du Morvan cristallin. Agriculture, avec par exemple un numéro double sur l'agriculture et la population du Morvan. Histoire antique, avec le Morvan gaulois et gallo-romain de Christian Bouchou, Claude Péquineau et Claude Rollet. Histoire de l'Ancien Régime, avec par exemple
la seigneurie de Château-Chinon au XVIIe et XVIIIe siècle. Histoire de la Révolution, avec les cahiers de tolérance des paroisses du Nivernais-Morvan. Histoire des XIXe et XXe siècles, avec par exemple le Morvan pendant la Seconde Guerre mondiale de Liliane Pinard. Personnalité morvandelle, avec les fascicules consacrés à Henri Bachelin, à Jacques Thévenet, à Claude Régnier, au docteur Olivier, à Marcel Vigoureux. Ethnographie, avec le fascicule d'André Paris sur la maison morvandelle. Flore et faune, avec le numéro 12 sur les oiseaux du Morvan. Littérature et art, avec le dernier fascicule paru, Le Morvan vu par ses peintres, de Jean-Louis Balleret. Enfin, contes et croyances, avec par exemple le numéro 45 de Pierre Léger sur les contes et récits du Morvan. Bientôt 70 ouvrages, la seule publication savante régulière qui ait jamais paru sur le Morvan pendant une si longue durée. Une bibliothèque inestimable et le témoin d'une remarquable vitalité intellectuelle. L'Académie continue sa route. D'une année à l'autre, plusieurs membres titulaires sont devenus membres d'honneur. Henri Carrat, spécialiste de la géologie morvandelle, le chanoine Denis Griveaux, Pierre Joly, membre de l'Académie des médecines, Jean Richard, historien et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, doyen de l'Académie de Dijon, Joseph Roblin, ancien secrétaire de l'Académie, le docteur Signé, sénateur-maire de Château-Chinon, que nous aurons le plaisir d'entendre dans un moment, Jean Longui, Jean Drouillet, André Baillot, directeur honoraire des affaires culturelles de Bourgogne, Claude de Rinxen, écrivain et animateur inlassable des activités culturelles et touristiques dans le Morvan, etc. Encore quelques-uns que j'ai dû probablement oublier. Ils m'en excuseront. À la présidence, Claude Rollet eut pour successeur en 1998 Marcel Vigreux, avec pour vice-président André Paris, et pour secrétaire général Jacques Jumanti. Lorsqu'en juillet 2001, la mort emporta Marcel Vigreux alors qu'il venait d'être réélu, il fut remplacé par André Paris. Puis Claude Péquineau assura à partir de 2004 le secrétariat général. L'un et l'autre, historien du Morvan, Claude Péquineau pour la période antique, André Paris pour le Morvan du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. L'un et l'autre, collaborateurs réguliers de la page du Morvan et du bulletin de l'Académie. Claude Péquineau est toujours en place. Quant à André Paris, un de nos auteurs les plus érudits et les plus élégamment féconds, il a souhaité en 2004 se consacrer entièrement à ses travaux. Et c'est alors que Marie-Aimée Latournerie, qui a été élue à la présidence. Madame Latournerie, fille de Suzanne Bastide, petite-fille de Jules Badevant, est elle-même juriste, présidente de section honoraire au Conseil d'État, présidente en 2007 du comité de célébration du tricentenaire de la mort de Vauban, maire adjoint d'Allo, et auteur de l'avant-dernier en date de nos bulletins, numéro 62, consacré précisément au Morvan dans la vie et les écrits de Vauban. Sur les traces de ses prédécesseurs, elle est décidée à encourager les travaux de tous nos membres sur le passé et le présent du Morvan, et en même temps à inscrire l'Académie dans l'actualité vivante du Morvan, dans le respect de deux règles essentielles, la rigueur scientifique et le dialogue avec toutes les forces vives du pays morvandio. Un dernier mot. Dans un essai intitulé « Images de la France », écrit en 1927 et publié dans Regard sur le monde actuel, Paul Valéry écrivait ces lignes. Entre une terre et le peuple qui l'habite, entre l'homme et l'étendue, la figure, le relief, le régime des eaux, le climat, la faune, la flore, la substance du sol, se forment peu à peu des relations réciproques qui sont d'autant plus nombreuses et entremêlées que le peuple est fixé depuis plus longtemps sur le pays. Non seulement ces lignes n'ont pas vieilli, mais il me semble qu'elles définissent parfaitement la conviction qui a guidé depuis 40 ans les travaux de l'Académie Morvan et qu'elles pourront continuer à nous inspirer pour les 40 ans à venir. Merci de votre attention.